What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui en présence de Joël Esso pour parler Bitcoin. Comment ça va aujourd'hui, Joël? Ça va super avec toi? Tranquille. Ça, il y a beaucoup de personnes qui me demandent c'est quoi le Bitcoin. Je vais essayer d'expliquer ça avec toi le plus simplement possible. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir, genre, pour toi, c'est quoi le Bitcoin? Genre, si tu avais à me le définir, comment tu me décrirais ça? Et moi, personnellement, je suis nul, côté Bitcoin. Genre, je me connais vraiment pas trop. Je sais c'est quoi, je sais comment ça fonctionne vite fait. Exactement. Mais après, bon, comment ça a été créé. Je sais qu'il y en a 21 millions dans le monde. Il peut en avoir 21 millions, en ce moment, ils sont à 19. Il y en a qui sont mis en circulation. Donc, c'est ça. Donc, en ce moment, moi, sincèrement, je suis là juste pour apprendre, parce que dans la vie, il faut bien apprendre. Yeah, exact. Et je sais que ce gars-là est trop intelligent, donc voilà, si je pense que je peux apprendre sur ce sujet, je pense avec toi. Donc, voilà pourquoi je suis là, frérot. That's it. So, c'est ça. Pour expliquer en gros, le Bitcoin, quand on parle du Bitcoin, on peut faire référence à deux choses. Le Bitcoin avec un B majuscule, qui est la blockchain, l'infrastructure, genre le registre sur lequel toutes les transactions se passent. Puis le Bitcoin avec un B minuscule, qui est comme l'unité de compte. C'est comme une version digitale de l'or, comme j'aime l'appeler. Okay. Donc, c'est deux choses vraiment différentes. Il y en a un qui sert à tenir le compte de l'autre. Donc, genre, pour commencer, je vais parler un peu plus de la blockchain de Bitcoin. C'est environ en 2008 qu'il y a une personne ou un groupe de personnes qui sont présentées sous le nom de Satoshi Nakamoto, qui ont émis le premier white paper, qui est comme le document de présentation du Bitcoin, qui explique au monde c'est quoi le Bitcoin, c'est quoi l'idée. Puis en gros, l'idée, c'est de créer un peer-to-peer cash system, donc une façon de s'envoyer de l'argent de personne à personne ou des actifs sans avoir à passer par un third party, un tierce partie. Généralement, ça va être la banque. Comme en ce moment, si je t'envoie de l'argent, c'est pas moi qui t'envoie de l'argent, c'est moi qui va dire à ma banque, prends des fonds dans mon compte puis envoie-le dans le sien. C'est pas vraiment genre, c'est pas comme si je te donne un billet à toi. C'est vraiment genre, on a besoin de ces banques-là pour faire ces trucs-là. Fait que là, Satoshi Nakamoto, ce qu'il s'est dit, c'est comment on pourrait faire pour avoir notre monnaie sur Internet et pouvoir faire tous nos trucs, nos transactions, sans avoir besoin de ces third parties-là. Parce que, genre, les banques, c'est pas toujours Moi, j'ai pas trop confiance aux banques. J'ai pas du tout. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce contexte-là. So, c'est ça. Fait, ils se sont posé la question, comment est-ce qu'on pourrait faire pour créer quelque chose d'unique et de rare sur Internet? Parce qu'en ce moment, sur Internet, genre, si tu m'envoies une photo, si tu m'envoies un document, un PDF, whatever, tu m'envoies pas vraiment le truc, tu m'envoies une copie. Parce que toi, tu possèdes toujours ce que tu m'as envoyé. Si tu m'envoies une image, tu as toujours l'image de ton ordi, tu as toujours l'image dans ton téléphone. Fait que tu m'as pas envoyé le truc, tu m'as envoyé une copie. Fait que ça n'a pas de vraie valeur tangible. Tu peux pas le revendre ou whatever parce qu'on peut faire 1 million de copies. Puis comme, c'est juste CTRL-C, CTRL-V au final. Tu sais, c'est créer des documents. Fait que eux, ils se sont dit, comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir quelque chose qui est unique, qu'une fois que je te l'ai envoyé, je le possède plus, que je peux pas double envoi. Fait que c'est là qu'ils sont arrivés avec l'idée de la chaîne de blocs. Donc, la chaîne de blocs, c'est comme un grand registre. C'est une banque de données qui renferme toutes les transactions qui ont eu lieu depuis la création du Bitcoin. Puis, cette banque de données-là, les gens utilisent le terme décentralisé pour dire que c'est pas dans un ordinateur central, c'est à travers le monde, mais le vrai terme, c'est distribué. Ça veut dire qu'il est vraiment comme, sur legit, des milliers d'ordinateurs à travers le monde possède ce registre-là de toutes les transactions. Fait que tu peux pas vraiment modifier ce registre-là parce qu'il en existe des milliers de copies. Fait que si toi tu modifies ta copie, ben les autres ils vont le voir puis tu vas juste te faire genre exclure du réseau. Fait que tu peux pas comme falsifier la blockchain et dire moi j'ai 1 million de bitcoin, whatever. Il y a vraiment aucune façon de s'attribuer ça. Il y a aucune façon de faire de double envoi. Comme si tu as 1 bitcoin dans ton compte et que tu me l'envoies, mais tu le possèdes plus après. Tu peux pas double envoyer, triple envoyer, etc. Donc comment ça fonctionne en gros? Là, est-ce que tu as des questions? Ça va? Non, ça va, sincèrement, je suis en train de comprendre. Je pense savoir où tu t'en vas. Mais je vais te laisser. J'essaie d'avoir un chemin. Ouais, je vais te laisser continuer un peu. Ok, sur le réseau de Bitcoin, quand il y a une transaction. En gros, le blockchain. Quand on parle de blockchain, là, est-ce que c'est quoi? C'est une base de données? C'est un site internet? Non, c'est une banque de données qui est bâtie sur le protocole internet. Fait que si tu veux shut down le Bitcoin, tu dois shut down l'internet. Ok. Littéralement. Fait que c'est relié ensemble.
la blockchain du Bitcoin a été programmée sur le protocole d'Internet. Ok, d'accord. Directement. Fait que c'est comme un site, une page qui est liée, whatever, sur l'Internet. Le Bitcoin, c'est un algorithme directement À sur l'Internet. Ok, d'accord. Exact, sur le protocole Internet. Tu vas voir comment ça fonctionne. Tu vas avoir un utilisateur, mettons toi, qui veut faire une transaction, donc envoyer des bitcoins. Ce qui va se passer, en gros, c'est que tu vas, mettons dans ton wallet, dans ton application, sur ton téléphone, sur ton ordi, whatever, tu vas entrer combien tu veux envoyer, puis à qui tu veux envoyer. Ensuite, il va y avoir un processus de validation fait par ce qu'on appelle les mineurs. C'est des gens qui vont s'assurer que, genre, si tu veux m'envoyer un bitcoin, tu as bel et bien un bitcoin dans ton portefeuille. Genre, ils vont scanner toute la blockchain. Puis si dans l'historique des blocs, ben, on peut voir que tu as reçu des bitcoins et que genre, tu les as bel et bien dans ton adresse, il va te permettre de les envoyer. Si on fait toute l'analyse, puis tu essaies d'envoyer quelque chose que tu n'as pas, ta transaction ne va juste pas passer. Oh! C'est comme ça qu'ils savent si c'est des vrais ou faux. Ok. Genre, il y a vraiment un processus de validation assez complexe qui implique de la cryptographie, qui est comme une façon... Mais quand on parle des mineurs, ouais. c'est des personnes humaines, c'est des gens... Ben, c'est des gens qui font tourner des appareils pour faire ajouter des transactions. Dans le fond, la chaîne de blocs, il y a des blocs qui s'ajoutent au fur et à mesure, puis chaque bloc renferme des transactions. C'est ces mineurs-là qui vont ajouter les blocs. À tous les 10 minutes, il y a un bloc environ. À toutes les 10 minutes, c'est pas un temps précis, là, c'est une estimation. Puis l'algorithme est fait en sorte qu'on essaye d'avoir ce rythme de 10 minutes par bloc. Puis dans chaque bloc, il y a des transactions. Ok. En gros, parce que là, tantôt on a essayé de faire la comparaison avec les banques. Tu vois, si par exemple, moi, dans ma banque, je vais te faire un virement intérieur, ben c'est ma banque qui fait le virement. Ouais, exact. Mais dans le contexte du blockchain, là, si je dois envoyer un bitcoin, ça doit quand même se faire. Il y a la banque. Ouais, non, c'est qu'il y a il y a un algorithme. C'est tout. Il n'y a pas quelqu'un qui va manuellement regarder si tu as les bitcoins dans ton compte bitcoin pour me l'envoyer. C'est vraiment genre tout un algorithme qui va s'en assurer à l'aide des mineurs. Ok. Moi, personnellement, comment je vois ça, c'est qu'on va dire la banque, le seul risque avec ça, ça serait que la banque fasse faillite ou que ça n'a pas l'argent. Yeah, exactement. Les risques avec les banques, tu sais, je sais pas si tu as vu au Canada, à cause des manifestations du convoi des truckers, si tu avais fait une donation à ce GoFundMe, il y avait monté un GoFundMe pour les truckers, le convoi de la liberté qui appelait, si tu avais fait une donation à ce GoFundMe-là, le Canada a bloqué ton compte de banque. Il y a des gens qui se sont fait bloquer leur compte de banque parce qu'ils ont fait des dons, des trucs comme ça. Si le Canada décide, genre, je bloque ton compte, whatever, like, ils peuvent le faire comme ça. Mais pas dans le blockchain. Mais pas la blockchain. Il y a personne qui a accès à... Wow! Aussi, il y a ce qu'on appelle un bank run. Ça, c'est, mettons, quand tout le monde fonce à la banque pour retirer son argent en même temps. Nos banques, ils font ce qu'on appelle des réserves fractionnaires. Ça veut dire que dans leur réserve, dans leur coffre, ils possèdent une petite fraction de tout l'argent qu'ils ont émis, de tout l'argent que les gens ont déposé. Fait que si tout le monde vient pour retirer en même temps, ils n'ont pas assez, ils ont juste une fraction. Fait que si tout le monde retire en même temps, ben la banque n'a plus assez pour répondre à ses obligations de dépôt. Ok. Fait que, ou sinon, tu vois, un autre exemple que j'aime donner, en Ukraine, quand il y a eu le début de la guerre, les gens ont foncé vers les ATM, les guichets automatiques, pour retirer leur argent. Une fois que quelques personnes ont retiré leur argent, l'ATM est vide, toutes les ATM sont vides. Il n'y avait plus d'argent liquide dans la ville, littéralement, à Kiev. Si tu voulais ton argent, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas aller le retirer, toutes les banques sont fermées, t'es en guerre, il y a littéralement la Russie qui essaie d'envahir ton pays. Plus tout le monde fonce vers les banques pour retirer l'argent, fait qu'ils ont risqué un effondrement du système bancaire ukrainien à cause de ça. Plus, ben, les gens n'avaient pas accès à leur fonds, justement, pour éviter le bank run. Ils ont aussi bloqué des dépôts et des transferts internationaux. Genre, non, tu sors pas ton argent de notre banque parce que sinon, on en aura pas assez et notre banque, elle va tomber. Wow. C'est ton argent quand même. Tu sais ce que moi je vois avec tout ça? Moi je vois, on nous escroque. On nous escroque, littéralement. Les banques, c'est des sorciers. Exactement. Genre, ils ont, dans un sens, tous les droits, ils peuvent bloquer ton compte. Non, mais c'est fou parce qu'à la fin de la journée, c'est ton argent. Tu c'est vois. ton argent. Donc, moi, si je dépose 100 000 à la banque, je m'attends à ce que si un jour je vais retirer 100 000, ben, je vais retirer 100 000. Exactement.
Puis même, je sais que, mettons, tu veux retirer 100 000 au Canada, je pense qu'il faut que tu avertisses un certain temps à l'avance. Ben, faut que tu fasses genre c'est ça. Ils n'ont pas forcément Ouais. 100 000 derrière le comptoir à des Exactement. live. Fait que si tu as un gros montant, c'est ton argent. Ok. So, en gros, le Bitcoin, si je comprends bien, est-ce que tu étais arrivé à l'explication d'expliquer comment le Bitcoin avait été créé? Tu as expliqué le blockchain, ça j'ai compris et tout. Donc, à partir du blockchain, c'est là qu'ils ont créé Les bitcoins. la crypto-monnaie. La crypto-monnaie. Yeah. Donc, il y a le Bitcoin. Dans le fond, la crypto-monnaie, c'est juste l'unité de compte. C'est genre, un bitcoin, c'est vraiment juste une bit d'information. C'est comme faire une ligne sur un tableau pour dire 1. C'est une unité de compte. Ok. C'est tout. Puis, genre, justement, la blockchain sert à tenir ce compte. Genre, quelle adresse, quel portefeuille possède quoi. Ok. Comme ça, on sait en permanence tout le temps qui a quoi, qui a combien. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que le Bitcoin a plus de valeur qu'un autre, une autre, par exemple, l'Ethereum? Tu vois, est-ce que c'est par rapport à la quantité qu'il y a? Directement, je vais comment dire. Le prix, c'est un foolish indicator. Ça sert à rien. Comme tu as le Shiba Inu, qui est un autre crypto qui vaut 0,0000. Ouais, exact. Des trucs débiles comme ça. Il est cute. Et j'ai voulu investir sur ça parce que le chien était trop Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils n'ont pas acheté de crypto, jamais rien, puis que le premier truc qu'ils ont acheté, c'est du Shiba. Ah ouais? J'ai moi-même acheté du Shiba et fait de l'argent avec les Shiba, puis je tiens à dire, je les ai vendus, j'en détiens plus et je ne supporte aucunement cette crypto, mais j'ai fait de l'argent avec, je veux dire. Bref, ouais, c'est ça. J'adore le chien. C'est que plus il y en a en circulation, comme les Ethereum, je pense qu'il y en a genre 100 quelque chose millions d'Ethereum en circulation. Okay. Fait qu'il y en a beaucoup plus que le Bitcoin. Fait que genre, puis le Shiba, il y en a genre des quadrillions, là. Il y en a un chiffre stupide. Okay. Fait que genre, tu peux posséder 100 millions de Shiba, mais ton 100 millions de Shiba vaut quand même pas un Bitcoin. Genre, loin. Mais on va dire un Ethereum si on a 100 millions. Est-ce que après ça pourrait arriver qu'un jour que l'Ethereum vale plus que le Bitcoin? Ça dépend qu'est-ce que tu veux dire par vale plus. Il y a deux façons de calculer. Il y a le prix. Fait que un Ethereum vaut en ce moment, je pense, 2000 US. Un Bitcoin vaut 20 000 US environ. Fait que le Bitcoin vaut 10 fois plus que l'Ethereum. Mais, il y a 50 fois plus d'Ethereum que de Bitcoin. Fait que quand tu prends le market cap, la capitalisation totale, donc le prix fois la quantité, fait que tu prends le prix du Bitcoin, fait que 20 000 US, fois la quantité de Bitcoin en circulation, fois les 19 millions, tu vas arriver à une capitalisation de marché. Même chose pour l'Ethereum. Tu prends le prix de l'Ethereum 2000 US, tu multiplies par la quantité d'Ethereum en circulation. Fait que là, ça va faire comme 200 millions. Puis là, tu vas arriver à la capitalisation de marché de l'Ethereum. Okay. En ce moment, il y a beaucoup de monde qui parle du flippening, ce qu'ils appellent l'événement. C'est quoi ça? C'est le moment où la valeur de la capitalisation totale des Ethereum va dépasser celle du Bitcoin. Ça veut dire que toutes les Ethereum du monde vont valoir plus que toutes les Bitcoins du monde. En ce moment, je pense qu'on est à la moitié. Genre, si tu prends toutes les Ethereum du monde, tu arrives à la moitié de la valeur de toutes les Bitcoins du monde. À la valeur? La valeur. Ok. Total. Ok. Fait que c'est ça, c'est la différence vraiment entre le prix et la capitalisation qui sont des trucs complètement différents, mais complètement importants à prendre en considération. Genre, l'un va pas sans l'autre. Ok. Puis par exemple, un Bitcoin. Qu'est-ce qui fait en sorte que par exemple, mon Bitcoin que j'ai acheté, j'ai une certaine sécurité sur ça? Tu vois, genre que comme je peux pas me faire voler par quelqu'un d'autre. Check. Si tu l'achètes, c'est ça qui est le truc. Il y a ce qu'on appelle des exchanges qui sont comme un broker, qui sont la plateforme comme Binance ou crypto.com ou blockchain.com, des trucs comme ça, sur laquelle tu vas acheter ta crypto-monnaie. Fait que eux, c'est vraiment comme une banque. Mettons Binance, là, c'est comme une banque crypto. Fait que si tu laisses tes cryptos sur Binance, c'est comme laisser ton argent dans un compte de banque. Ensuite, tu peux avoir ce qu'on appelle des portefeuilles, juste un portefeuille, avec une clé privée qui va te servir à accéder à ce portefeuille. Je vais expliquer après c'est quoi la clé privée. Mais dans le fond, tu peux retirer tes cryptos des exchanges. Fait que, mettons, tu achètes de la crypto sur Binance. Ensuite, tu vas l'envoyer sur un wallet sécurisé. Que lui, quand c'est sur le wallet, là, il y a rien ni personne qui peut rien, genre, toucher à tes bitcoins. La seule façon de bouger les bitcoins qui sont sur un wallet, c'est d'avoir la clé privée du wallet. La clé privée, c'est comme un mot de passe. Quand tu crées ton wallet, la première fois que tu vas aller te connecter à la blockchain va te remettre 12 mots. Ou ça peut être 24. 12 mots. Ouais, 12 mots.
Ces 12 mots-là, c'est sacré. Tu te les fais tatouer, tu les graves sur une roche, mais tu dois absolument pas les perdre parce que si tu les perds, tu perds accès à ton portefeuille. Puis il n'y a pas de genre mot de passe oublié, il n'y a aucune façon de recouvrir des fonds perdus. Ça n'existe pas, tu peux pas. Damn! Fait. Ouais? Ouais. Ok, genre les mots, c'est genre papa, maman. Ouais, exact. Exact. Puis ça doit se suivre. Liberté. Est-ce que ça doit se suivre? Ouais, tes 12 mots, tu dois les rentrer dans l'ordre. Fait que là, mettons, toi, t'as un compte Bitcoin, un wallet, avec des Bitcoins dessus, tu connais tes 12 mots, mais genre, t'es pas connecté nulle part. C'est juste sécurisé, tu les as dans une clé USB ou whatever. Si moi, mettons, t'as noté tes 12 mots sur une feuille, je te vole ta feuille, j'ai tes 12 mots, j'ai ton compte. Je peux faire tout ce que je veux avec. Fait que c'est vraiment ces 12 mots-là, c'est les trucs les plus importants à sécuriser. Puis tant que personne met la main sur tes 12 mots, personne met la main sur tes bitcoins. Wow. Genre, on peut pas hacker. J'ai jamais su ça. Ouais, c'est le truc Tout le monde le sait, hein? Ouais, mais c'est le truc, le clé privée, clé publique, c'est les trucs les plus importants à comprendre. Qui crée ces clés? Qui crée ces mots? La blockchain. Quand ils ont créé la blockchain, dans le fond, tu vois ça. Il y a une banque de données de mots de base. Fait que, mettons, il y a 100 000 mots, puis toi, il va t'en donner 12 au hasard sur les 100 000 quand tu vas créer ton compte. C'est la blockchain qui te les donne directement. Ok. Donc, il y a aucune manière que, par exemple, moi, je crée mon blockchain, j'ai 12 mots, et toi aussi, tu as 12 mots, mais c'est les... Ce sera pas les mêmes. On peut avoir des mots communs, mais ce sera pas dans le même ordre. Genre, on n'aura jamais 2 fois 12 mots dans le même ordre. Ok. Parce que je pense que si tu me dis il y a 100 000 mots, il y a 12. Ouais, c'est une façon de dire. Il y a une grosse banque de données de mots, puis ils pigent dans Parce que j'ai fait les calculs mentaux, là. Il y a certains nombres, je pense que si tu fais les calculs, je sais qu'il y a des manières de trouver que, comme, ok, il y a peut-être 1 milliard de possibilités. Tu vois? Exact. Donc, le nombre de possibilités est insane. Ok. Ouais. Plus de, genre, je sais pas comment dire, t'as plus de différentes blockchains. T'as la blockchain du Bitcoin, t'as celle de l'Ethereum, t'as Raven, whatever, à Cardano. Puis sur chaque blockchain, t'as ta clé privée. Attends. Il y a plusieurs sortes de blockchains. Yeah. Comment ça? La blockchain de Bitcoin, c'est la OG blockchain, c'est la plus vieille, la plus ancienne, mais elle sert à une seule chose, tenir le compte du Bitcoin. Chaque crypto-monnaie a sa blockchain? Chaque blockchain, non. Okay. Mettons Ethereum, qui est le deuxième plus gros. Ethereum a créé le standard ERC20, puis n'importe qui peut créer c'est ça, okay, la différence, faut que j'explique d'abord la différence entre coin et token. Le Bitcoin, c'est un coin. L'Ethereum, c'est un coin. Le Shiba Inu, c'est un token. Ok, c'est quoi la différence? Pourquoi? Le Bitcoin sert à payer les frais de transaction sur la blockchain du Bitcoin. Fait que quand tu veux envoyer des Bitcoins, tu vas payer un petit frais de transaction en Bitcoin pour genre rémunérer le mineur qui genre sécurise le réseau, qui fait passer la transaction et tout. Puis généralement c'est quelques sous, là, genre c'est vraiment infime comme frais à payer. Même chose pour l'Ethereum. Quand tu veux faire une transaction sur la blockchain Ethereum, tu vas créer, genre tu vas avoir des coins, tu vas devoir payer en Ethereum des frais de transaction. Mm-hmm. Sur la blockchain Ethereum, comme je te disais, j'essaie d'expliquer, ils ont créé ce qu'on appelle les standards ERC20, qui est une liste d'attributs que tu dois avoir pour créer un coin. Puis si tu crées un coin, fait que le créateur du Shiba Inu, il a pris les standards ERC20, il a décidé combien il allait en avoir puis tout. Puis là, les Shiba Inu sont sur la blockchain Ethereum. Okay. Fait que dans le Bitcoin, c'est un registre qui tient juste les Bitcoins. Ethereum, c'est un registre qui tient n'importe quelle fucking crypto que tu peux créer. Genre, même toi, moi, live, on peut aller se créer une crypto, puis la mettre sur la blockchain Ethereum, puis on peut en envoyer à n'importe qui a une adresse Ethereum. Mais est-ce que le fait que le Bitcoin a juste la blockchain Bitcoin, est-ce que ça fait en sorte que c'est plus sécuritaire parce qu'il y en a juste une seule? Souvent, quand il y a des problèmes, des hacks, puis des choses comme ça, ça va être dans ce qu'on appelle des bridges, des ponts. Fait que tu sais, t'as plusieurs blockchains, puis des fois, t'as des applications, des ponts, qui vont permettre, mettons, d'envoyer des bitcoins sur la blockchain Ethereum. Et souvent, quand il y a des attaques, ben, c'est ces ponts-là qui se font attaquer. Ok, je vois. Genre, c'est les places sensibles que tu peux perdre ton argent quand tu utilises des ponts et des trucs comme ça. Wow. Yeah. Et c'est plus complexe que ce que je pensais là. Honestly, c'est complexe en surface, genre, mais je sais pas comment dire. Quand tu commences puis tu tombes dedans, je sais pas, tu veux toujours en savoir plus, puis genre, je trouve que tout fait du sens une fois. Ouais, mais je pense à la fin de la journée,
Je ne pense pas qu'une personne qui voudrait investir dans le Bitcoin a besoin de savoir. C'est même pas une question d'investissement. Pour moi, c'est genre, je parie contre l'économie. Je sors mon argent des dollars canadiens, des dollars américains et tout, puis je l'amène là, mon argent. C'est là que je stack ma valeur. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, genre le gouvernement ou je sais pas quoi va se dire, ok, vous savez quoi, en ce moment, la crypto-monnaie, c'est ça qui va prendre la place dans la société. Il y a déjà des gouvernements qui l'ont fait. Non, je sais, voilà. Au Salvador, je pense que c'est, je sais pas si c'est Zimbabwe ou Afrique centrale, mais il y a un deuxième pays, un pays africain qui a considéré la Bitcoin comme monnaie légale. Fait que maintenant, genre comme au Salvador, tu peux payer tes impôts en Bitcoin, tu peux recevoir ton salaire en Bitcoin, tu peux aller au McDonald's, Starbucks, whatever. Mais tu vois, ça, j'ai une question aussi. Yeah. Parce qu'on va dire, par exemple, tu vois, il y a un Bitcoin, deux Bitcoins. Sauf qu'un Bitcoin, peut-être, ça va valoir 50 000 $, tu vois. Sauf que, comment quand on dit, par exemple, quelqu'un va payer en Bitcoin, on va dire un pain. Ça coûte genre 0,000 Bitcoin. Exact. Un Bitcoin est divisible en 100 millions. En 100 millions. Ouais, tu peux, genre, un seul Bitcoin, tu peux avoir 100 millions de ce qu'on appelle Satoshi, qui est genre, un 100 millionième de Bitcoin, c'est la plus petite unité possible. C'est pour ça, dans les brokers, des fois, ils nous permettent d'acheter des Bitcoins, mais pas le prix complet du Bitcoin, mais genre, une partie. Genre, moi, j'ai pas un Bitcoin, bro. J'ai genre quelque chose Bitcoin. Wow! Excuse-moi. Et tu peux diviser par 100 millions. C'est vraiment une divisibilité. Wow. Ah ouais. Ok, d'accord. Pour ça, mettons que tu payes des frais de transaction, tu vas pas payer un Bitcoin de frais de transaction. Ouais, c'est ça, je me dis. Surtout, dis-toi, il y en a juste 21 millions. On est comme 8 milliards d'humains. On peut pas tous en avoir un s'il y a 21 millions. On va tous en avoir. Si j'ai fait le calcul, genre, c'est genre 0.003 si on en a tous, genre, de façon égale. Mais là, je parle des humains. Après ça, t'as des entreprises qui en veulent. T'as des fonds de placement, d'investissement. Ouais. Genre, fait si ça devient vraiment la monnaie globale puis que tout le monde veut sa part du gâteau, ben, tout le monde va avoir une très petite part. Puis c'est un gâteau de 21 millions d'unités. Puis on est 8 milliards à se séparer, plus entreprise, plus whatever, plus fonds d'investissement, whatever. Ok, dans ce gâteau, c'est en train de me dire, c'est que il n'y a aucune possibilité que demain on décide que le Bitcoin, au lieu d'en avoir 21 millions sur le marché, il y en a 30 millions. On peut. Qui peut? Qui mineur. Dans le fond, le protocole Bitcoin est en constante amélioration. Il y a pas longtemps ce qu'on a appelé le Taproot Update, qui je sais pas exactement qu'est-ce que ça faisait comme mise à jour, mais je sais que ça a pris longtemps à mettre. C'est tous les acteurs qui font tourner le réseau, ils font tourner un algorithme. Cet algorithme est modifiable. Si tout le monde qui font tourner le réseau, on s'entend pour dire, hey guys, demain, on update tout notre algorithme, puis on met 31 millions comme quantité maximum de Bitcoin. On peut le faire. C'est qu'il faut que tout le monde s'entende, puis on s'entendra jamais. Fait que ça arrivera pas. C'est possible. Genre, comme je te dis, il y a des améliorations qui se font encore sur le Bitcoin, il y a des mises à jour qui se font, mais genre, on n'ira jamais à 31 millions. Le fait qu'il y en ait 21 millions, que ce soit un supply limité, je pense que c'est le truc le plus intéressant du Bitcoin. Genre, l'Ethereum, il peut en avoir infini, fait que je trouve que ça le rend déjà moins intéressant. Même si j'ai beaucoup plus mis d'argent dans l'Ethereum pour d'autres raisons que j'expliquerai une autre fois, là. Ok, bon, je comprends. Ah ouais. Aussi, ça, je vais faire la petite comparaison. Mettons, un registre d'hôtel. Un registre d'hôtel, c'est genre dans les intranets, dans les serveurs de l'hôtel, il va avoir, mettons, toutes ses chambres. La chambre 1 est réservée de telle date à telle date par telle personne. Elle est libre de telle date à telle date. Après ça, la chambre 2. Genre, tu as un registre avec toutes ces choses-là. Mais le Bitcoin, c'est la même chose. Tu as un registre qui va juste dire tel portefeuille possède tant de Bitcoin, tel portefeuille possède tant de Bitcoin, tel portefeuille possède tant de Bitcoin. Ok. Puis, il y a un truc que j'aimerais préciser, c'est que tout est disponible. Fait que, genre, moi, plutôt, on peut aller sur un site, le site de Blockchain Live, puis voir toutes les transactions qui ont eu lieu depuis 2009, le 3 janvier, le premier bloc a été miné. On peut tout voir jusque-là. On peut voir tous les portefeuilles qui existent, puis combien ils ont de Bitcoin dedans. Fait il y a du monde qui dit c'est anonyme, c'est pas anonyme, c'est pseudonyme. Tu peux voir que 0xW1742 possède 25 Bitcoin. Après, tu peux voir ça? Ouais.
Si tu possèdes la clé publique, donc qui est l'équivalent de ton email ou whatever, tu as le nom d'adresse, tu peux voir combien il y a de bitcoin. Fait que mettons que je connais mon adresse, je peux aller taper mon adresse live et voir combien j'ai de bitcoin dans mon portefeuille. Ok. Mais est-ce que moi, j'ai le droit, par exemple, d'aller dans... Ouais, tu peux voir mon truc. Ah ouais? Mais après, tu peux pas écrire, mettons, portefeuille de Guillaume. Tu dois savoir ma clé publique. Ok, mais je peux pas voir ton nombre de bitcoin. Ah, oui, tu peux voir le nombre, mais pour le voir, tu dois avoir ma clé publique. Genre, mon nom. Je comprends pas. Quand tu crées ton portefeuille, tu as ta clé privée qui est ton mot de passe, tu as ta clé publique qui est comme ton... C'est pas un identifiant, parce que tu n'as pas besoin d'identifiant, mais c'est la façon dont... Ouais, c'est un identifiant, parce que c'est la façon dont les gens vont t'identifier. Okay. Si je veux envoyer un email à JLSO, je vais envoyer un mail à jlso@gmail.com. Si je veux envoyer des bitcoins à JLSO, je dois envoyer des bitcoins à genre ton adresse, ta clé publique. Ok. Pas la privée. Non, la privée, tu la donnes à personne. Okay. Si quelqu'un te dit, donne-moi ta clé privée je vais te faire un virement, il est sur ta gueule. Personne va te demander ta clé privée. Ok. Tout ça, la clé, fait tu peux pas écrire genre Guillaume à combien, mais si tu me dis, yo, je vais t'envoyer des bitcoins, envoie-moi ta clé privée, je vais t'envoyer ta clé publique, je vais t'envoyer ma clé publique qui va être genre une suite de lettres, de chiffres. Ok, donc je peux juste voir le montant si tu m'envoies ta clé publique. Ou tu peux la trouver toi-même en fouillant, ou whatever, mais juste tu sois smart pour savoir que XW2842, whatever, c'est le mien. Ok, parce que c'est pas ton vrai nom. Donc, il n'y a aucun nom sur la blockchain. Ok, d'accord. Donc, si je veux voir, par exemple, telle personne, on va dire Jeff Bezos, on va voir combien il a de Bitcoin. Il faudrait trouver son adresse. Son adresse, genre c'est X, Y, je sais pas quoi. Ok, donc c'est pas son vrai nom. Exact. C'est bon, d'accord. Un des trucs que j'aime le plus avec la crypto, et que je veux, pour la raison pour laquelle je trouve que ça devrait le plus être adapté, imagine un portefeuille du gouvernement, puis qu'on peut suivre les moindres dépenses du gouvernement. Oh, on va voir comment ça À quel point la corruption va disparaître? On va voir comment il peut plus envoyer d'argent à ses amis, il peut plus overpay pour X, Y, Z. Non, moi je suis très curieux de savoir qu'est-ce qu'il faut à notre argent. Exactement. Si on avait un registre pour savoir jusqu'au Satoshi, genre à la fraction de scène, qu'est-ce qu'ils ont fait avec notre argent? Il est allé où? On pourrait tout suivre. Imagine à quel point ce serait génial. Pour nous, pas pour le gouvernement qui veut nous enculer. C'est pour ça qu'ils vont pas aller pour nous, après, imagine, on peut voir ça, mais on peut rien faire. Ah, on peut rien faire. On peut rien faire. On peut pas annuler de transaction. Si, genre, je te vole ta clé privée puis je te vole tes bitcoins, il n'y a pas de façon d'annuler la transaction, il n'y a pas de service client à appeler, il n'y a pas de... C'est le seul petit avantage, je pense, des banques et des exchanges, c'est que les transactions sont, genre, réversibles. Ça veut dire, si je t'envoie de l'argent sur mon compte de banque, à ton compte de banque, mais je me suis trompé, je voulais pas te l'envoyer, j'appelle Desjardins, je dis, tu peux annuler ce transfert-là, il y a moyen, mais le bitcoin, il n'y a pas moyen. T'envoies, c'est mort. T'envoies, c'est mort. Yo! Imagine quelqu'un t'envoie 2 bitcoins là. Puis ça va pousser les gens à être plus responsables. Puis il y a du monde qui disent que ça rend le bitcoin déflationniste. Déflationniste, c'est le contraire d'inflation. L'inflation, c'est quand on rajoute du supply. La déflation, c'est quand on retire du supply. Mettons que toi, tu as 21 bitcoins sur une adresse, puis tu perds tes 21 mots, tes 12 mots. Ces 21 bitcoins-là, ils seront jamais récupérés. Je sais pas si tu as vu, il y a un gars qui a jeté un hard disk, un disque dur avec 10 000 bitcoins dedans, genre en 2010-2011, parce que ça valait rien, puis il a juste dit qu'il l'a jeté par erreur ou whatever. Le gars, il fait des fouilles et des fouilles dans les sites d'enfouissement de déchets où est-ce que lui habite, genre, pour essayer de retrouver ce vieux disque dur-là que lui a jeté. Puis tant qu'il le retrouve pas, ces 10 000 bitcoins-là, ils sont sur ce disque dur-là, puis ils sont pas accessibles. Fait imagine tout le nombre de bitcoins qui sont perdus. C'est ça. Qui bougeront plus jamais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait, le supply total qui bouge, qui est échangé, se rendra jamais à 21 millions. Déjà, on sait qu'on estime que Satoshi Nakamoto aurait miné environ 1 million de bitcoins à lui tout seul, répartis sur diverses adresses, qu'ils ont pas bougé depuis qu'ils ont été minés. Genre, t'as des bitcoins, t'as 1 million de bitcoins qu'ils ont pas bougé depuis comme 2009-2010. Fait que ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là, ils ont pas bougé. So, on va dire si par exemple il y a 21 millions de bitcoins dans le marché, sûrement c'est peut-être 14 millions qui en... C'est comme le marché immobilier. Tu as des millions de maisons, mais c'est pas toutes les maisons qui sont à vendre puis qui sont sur le marché en ce moment. Tu as du monde qui achète leur maison puis qui sont comme moi, je vais habiter là 10 ans puis elle sera pas à vendre avant 10 ans, whatever. Mais c'est comme moi, quand j'achète mes bitcoins, je les achète pas pour les revendre, je les achète pour les léguer à mes enfants. Je m'accumule ma part du système monétaire de demain. Genre, si tu as un bitcoin,
puis que ça devient adapté mondialement, comme je disais tantôt, si tout le monde en a de façon égale, on en a 0.03. Fait que si toi t'en as un, t'es 33 fois plus puissant que genre la moyenne si tout le monde est égal. Wow. Fait que j'essaie d'accumuler le plus possible, puis c'est pour ça que je sais que je suis pas le seul à penser comme ça. Fait que la vraie quantité de Bitcoin en circulation sur le marché, c'est comme 2 ou 3 millions. Tout le reste, c'est dans des clés privées, dans des wallets, c'est ça, exact. Très intéressant. So, je pense que c'est pas mal ça pour le Bitcoin niveau blockchain. Maintenant, je voudrais parler plus avec toi du Bitcoin. Genre, je fais tout le temps la comparaison. Pour moi, le Bitcoin, c'est de l'or digital. Genre, tu prends toutes les caractéristiques de l'or, le Bitcoin a exactement les mêmes caractéristiques. Genre, premièrement, on a parlé du supply, donc la quantité, limitée à 21 millions. L'or, à l'époque où ils ont fait le Bitcoin, justement, le 21 millions, il sort pas de nulle part. On estimait qu'il y avait 21 millions de tonnes d'or sur Terre. Ah ouais, ok. Fait une fois que tout l'or, genre l'or c'est une ressource naturelle, c'est sur le tableau périodique des éléments, donc c'est pas infini, c'est fini. Il y en a une quantité limitée sur Terre. Une fois qu'on aura extrait tout l'or du sol, des rivières et tout, il n'y en aura plus à extraire, tout va être en circulation. C'est comme le Bitcoin, une fois qu'on aura miné le 21 millionième Bitcoin, ils vont tout être en circulation puis on pourra plus en extraire d'autres. Sauf si tout le monde se met d'accord. Sauf si tout le monde se met d'accord. L'or, même si on se met d'accord, il n'y a rien là. So, est-ce que tu veux dire que l'or est plus sécuritaire que le Bitcoin? Non, pas du tout. Pourquoi? La portabilité, la transférabilité, puis le stockage. À travers l'histoire, beaucoup de gens se sont fait déposséder de leur or. Genre des conquistadors qui viennent chez toi, qui prennent ton or, ton gouvernement. Genre pendant une période de l'histoire, ça a été illégal pour les humains aux States de posséder de l'or. T'avais pas le droit d'en avoir. Ah. C'était illégal. C'était juste l'État qui devait avoir le contrôle sur l'or. Fait que genre l'or, c'est quelqu'un qui vient chez toi, il tue, il prend l'or, whatever, c'est physique. Mais le Bitcoin, c'est faut que tu lui donnes tes 12 mots. Fait qu'au final, il faut genre qu'il te torture pour que tu comprends les deux. J'ai une question par rapport au Bitcoin. Je vois dans, je sais pas, tu vas me dire si c'est vrai, mais je vois certaines personnes qui ont des pièces. Ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas de monnaie. Non. J'en ai commandé sur eBay, moi aussi, juste parce que ça coûte une pièce, c'est genre un... Parce que j'ai vu des TikTok, des gens qui avaient des TikTok. Et je pensais que c'était un billet. Ok, d'accord. Sur ça va jamais exister. C'est genre un jouet. C'est un jouet. Ok. Est-ce que tu penses qu'ils pourraient en créer? Dis? Ouais. Non. C'est l'intérêt, c'est justement, c'est genre, si je viens chez toi puis je fouille ta maison puis je trouve ton or, je peux prendre ton or ou whatever. Si je viens chez toi, tes 12 mots, tu peux les connaître par cœur là aussi, ou tu peux les avoir gravés sur une roche, enterrés dans le fond de ta cour. Sinon, le niveau sécurité, il y a ce qu'on appelle les multi-signature wallets. Fait, mettons que tu as 2 portefeuilles, tu as de l'argent sur juste un des deux, mais tu peux décider que genre, faut que ce portefeuille-là aussi donne son autorisation pour sortir des fonds. Exact. Wow, ok. Ah ouais. Tu peux mettre des paramètres comme ça. Tu peux mettre même une limite, genre, ok, lui, il peut dépenser 100 balles, mais s'il veut dépenser plus que 100 balles, ce portefeuille-là aussi doit accepter. Okay. Fait que tu peux avoir, puis même, ce portefeuille-là, ça peut être quelqu'un d'autre qui en a le contrôle. Tu peux le donner, que ce soit ta mère ou whatever, genre, si je veux dépenser, fait que ça te donne une sécurité de plus. Ok. J'ai une question. Yeah. Par rapport à acheter du Bitcoin. So, on va dire, c'est quoi les meilleures plateformes, par exemple, pour acheter du Bitcoin? Par exemple, moi, on va dire, si j'utilise Wealthsimple. Tu vois, et que là-bas, il y a des trucs Bitcoin. Est-ce que si j'achète des Bitcoins là-bas, est-ce que c'est vraiment des Bitcoins ou c'est quoi? Je sais pas maintenant si ça a changé, mais avant, il y a peut-être un an, j'ai utilisé un petit peu Wealthsimple, puis c'est de la grosse merde pour la crypto. J'utilise Wealthsimple pour mon CELI, pour acheter des actions, des trucs comme ça, c'est super. Mais pour la crypto, it's bullshit. La phrase « not your keys, not your coin ». Fait mettons, moi, j'utilise Binance. Sur Binance, j'ai pas 12 mots. J'ai un utilisateur, mon numéro de téléphone et un mot de passe. Je peux faire un mot de passe, oublier, récupérer mon... C'est vraiment comme une banque. J'ai oublié qu'est-ce que je veux dire avec ça. Binance, en parallèle, j'imagine, tu as un autre compte. Ta clé, là, le truc de clé publique, clé privée. Parce que Binance, comme tu as dit, c'est une banque. Sauf que si tu achètes des bitcoins dans Binance, tu dois le transférer. Non, tu peux les laisser sur Binance, mais tu peux les transférer après. Si tu les laisses sur Binance, c'est comme les laisser dans ton compte de banque. Si après ça, tu les envoies dans ton portefeuille, c'est comme les avoir, genre, vraiment. Physiquement. Ok. J'ai vraiment oublié où est-ce que je voulais en aller avec ça.
Répète la phrase, peut-être ça revient. C'était quoi la question? Ma question, c'était de savoir si, par exemple, à Wealth Simple, est-ce que le fait que j'achète des Yeah, bitcoins... not your keys, not your coin, c'est ça. Ok. Fait que Binance m'a pas donné 12 mots, fait que je possède pas le truc. Fait que genre, s'il y arrive quelque chose à Binance n'est pas responsable, puis genre, mes bitcoins sont disparus s'ils sont sur le Wealthsimple, c'est la même chose. Sauf que Wealthsimple, c'est plus petit, c'est moins secure, c'est canadien. C'est une division de Power Corporation. Fait que genre, I don't trust these people much. Mais c'est ça. Puis, je sais pas comment dire. Je préfère les laisser sur des exchanges crypto spécialisés où tu peux faire du stacking aussi. Genre, en ce moment, mes bitcoins sont stake, fait qu'ils sont, genre, verrouillés sur Binance. Mais je fais des pourcentages. Je fais comme un 5% d'intérêt en bitcoin dessus. Sur ce que j'ai verrouillé, puis que ce que je laisse là. Wealthsimple, je pense pas qu'ils offrent ça. Puis c'est juste genre... Ah, c'est ça que je voulais dire. Avant, quand j'utilisais Wealthsimple, c'est que t'achetais une image du bitcoin. Genre, c'est comme acheter un ETF, un exchange traded fund. C'est ça. T'achètes du fake. Mais si le prix monte, la valeur monte, tu fais du cash. Ton fake monte aussi. Ton fake monte aussi, c'est ça. Ah, mais c'est pas intéressant. Mais tu possèdes pas vraiment de bitcoin. Tu peux pas, genre, peut-être maintenant tu peux, t'as un wallet dans Wealthsimple, mais avant tu pouvais pas, mettons, de Wealthsimple envoyer des fonds sur un wallet. Donc, le meilleur endroit pour acheter de la crypto-monnaie, c'est chez Binance. Moi, je dirais Binance, mais il y a des trucs genre, tu vois comment dire. Tu dois rentrer ton identité sur Binance. Fait que pour créer mon compte Binance, j'ai dû envoyer une photo de mon permis de conduire à Binance pour dire genre je suis bien Guillaume Beauchamp, genre valider mon identité. Après ça, si le gouvernement du Canada il décide je veux savoir qu'il y a des bitcoins, Binance peut divulguer que j'ai des bitcoins. Il y a des machines ATM physiques qui existent. Moi, si tu veux acheter des bitcoins, je te recommande plus d'utiliser une machine ATM physique. Ah ouais? Ouais. Parce que après ça, c'est anonyme. Ok. C'est ça que j'allais te demander, c'est où l'endroit le plus sécuritaire pour acheter des bitcoins? Parce que là, on dit, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ok, d'accord. C'est pas une question de sécurité, c'est vraiment une question de genre, si je l'achète sur Binance, je peux vite l'envoyer après, mais sur Binance, genre, le gouvernement du Canada, il peut communiquer ensemble, puis genre, c'est une question d'impôt. Okay. Genre, tu fais de l'argent avec le Bitcoin, tu as un plus-value, c'est imposable. Genre, tu dois le mettre dans ta déclaration d'impôt. Fait que genre, si tu veux pas déclarer tes gains, je te conseille de les acheter en cash, une capuche, genre s'il y a des caméras ou est-ce qu'il y a le ATM, puis mettre des billets dans l'ATM. Puis de ton ATM, tu vas scanner ton QR code de ton portefeuille, parce que ta clé publique, tu peux l'avoir sous forme de QR code. Okay. Tu vas juste scanner à la machine, puis la machine, genre tu vas mettre, mettons, 20 balles dans la machine, puis la machine va envoyer 20 balles de Bitcoin sur ton wallet. Okay. Puis là, c'est pas sur un exchange, c'est vraiment genre sur un wallet privé, secure. Waouh, j'ai beaucoup appris en ce moment-là. Waouh, ma tête est en train de bouillonner. Ok. So, yeah. Pour revenir à Bitcoin, c'est de l'or digital. Il y a la mise en circulation. Genre, comme je dis, j'ai vraiment l'impression que comme le monde a analysé l'or, puis ils se sont dit comment je peux créer ça version genre digitale. Avant que la première pépite d'or soit genre minée, extrait du sol, ben, il n'y avait pas d'or en circulation. Avant que le premier Bitcoin soit miné, que le premier bloc soit créé, il n'y avait pas de Bitcoin en circulation. La mise en circulation se fait par le minage. Fait que la mise en circulation se faisait à l'époque avec l'or, genre du monde avec des pioches, des pelles, des passoires. Old school. Old school. Il allait dans les mines, puis il cherchait de l'or, puis il les mettait en circulation après. Là, c'est juste des ordinateurs qui tournent puis qui mettent les bitcoins en circulation. Il y a un rythme de mise en circulation. Ça veut dire, avant, quand on extrayait de l'or, ben, de l'or, il y en avait partout sur Terre. Puis genre, plus on en extrait, moins il en reste. Moins il en reste, plus c'est dur à aller la chercher. Genre, tu me suis sur ça? Le bitcoin, ils ont essayé de créer la même chose. C'est-à-dire, il faut que la facilité de mettre en circulation, elle ralentisse. Il faut que la vitesse de mise en circulation ralentisse. Fait ils ont créé ce qu'on appelle le halving. Au début les premiers bitcoins, genre, qui ont été mis en circulation, les premiers blocs qui ont été validés, donnaient 50 bitcoins aux mineurs. Fait qu'à chaque bloc, à chaque 10 minutes, il y avait 50 bitcoins qui étaient ajoutés au supply. 50 bitcoins, 50 bitcoins, 50 bitcoins. Le premier halving a eu lieu. Le halving, ça veut dire qu'on va diviser par 2 la récompense des mineurs. Ça veut dire qu'après le halving, chaque bloc donnait seulement 25 bitcoins au lieu de 50. Fait que
toi qui es un mineur, tu fais le même travail, sauf que ta paye est divisée par 2. Même chose pour le mineur d'or qui, comme, au début, quand il y a beaucoup d'or, ben, il a besoin de travailler 1 heure pour trouver 100 grammes. Après ça, il a besoin de travailler 2 heures pour trouver 100 grammes parce qu'il en reste moins. C'est le même concept. Puis il y a un gros lien entre les halvings, le moment où la récompense est divisée par 2, et les bull runs, le moment où le prix du Bitcoin se met à exploser. Pourquoi? Parce que la mise en circulation se fait par les mineurs. Les mineurs minent, vendent ce qu'ils ont miné. Parce que miner, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'électricité. Fait que genre, si tu veux être un mineur rentable, tu vas miner des bitcoins, tu vas vendre des bitcoins, tu vas prendre l'argent, tu vas payer ton bill d'électricité. Genre, il y a beaucoup qui faisaient ça comme ça. La mise en circulation, quand elle ralentit, ben, le prix est basé sur quoi? L'offre et la demande. Ça veut dire la mise en circulation ralentit, ça veut dire que l'offre diminue. Ça veut dire moi, si genre, je minais 50 bitcoins par bloc, mais maintenant j'en mine 25, ben, je suis juste capable d'en vendre 25, je suis capable d'en vendre 2 fois moins. Fait que le prix devrait augmenter parce qu'on est moins. Plus le monde entend parler, découvre c'est quoi et tout, fait qu'il y a plus de gens qui en veulent. Fait qu'on en a moins qu'on est capable dans les mettre, puis il y a plus de monde qui en veulent. Là, ça fait exploser le prix. Le prix explose, on réalise qu'il est allé trop haut, il crash parce que ça faisait pas de sens d'avoir le prix genre aussi élevé que ça. Puis là, ça recommence. Prochain, là, il est divisé, ça passe de 25 à 12,5. Là, boum, le prix remonte. So là, par exemple, par rapport à ça, j'avais une question. Tu vois, là, en ce moment, il y a eu un crash en Bitcoin. Ça, c'est tout à fait normal. 100%. Ça va remonter. Donc là, généralement, c'est le bon moment pour investir. 100%. Courez, les gars. Ma stratégie à moi, personnellement, c'est le truc le plus safe que tous les experts recommandent pour le monde qui veut investir sans trop se casser la tête. C'est le Dollar Cost Averaging. DCA. Ça veut dire, moi, j'achète 50 balles de Bitcoin par semaine. Chaque semaine, il y a un virement automatique qui se fait de mon compte de banque jusqu'à Binance pour acheter 50 balles de Bitcoin. Puis 50 balles de BUSD, parce qu'en ce moment, qui est une stablecoin, qui est un crypto qui va toujours valoir $1 US, que son prix montera ou ne descendra jamais, juste pour avoir de l'argent sur Binance. Si ça continue à tomber, je peux racheter plus. Ok. Ah, nice. Genre, chacun fait des trucs avec Binance. Binance, honestly, c'est le meilleur exchange. Genre, si tu veux trader, si tu veux faire des swaps, si tu veux stake puis faire des intérêts, si tu veux vraiment apprendre genre, à dealer avec l'écosystème de la crypto, je recommande Binance. Ok. La caméra filme encore? C'est parfait. Le micro, le son est encore bon, tout est beau. Cool. On a parlé déjà de la divisibilité. Fait que genre le fait que l'or, ben, tu peux avoir un lingot d'or, tu peux avoir un gramme d'or, tu peux avoir un once d'or, tu peux avoir un... Tu veux que je veux dire, genre, tu peux diviser l'or, tu peux diviser le Bitcoin. Tu peux avoir un Bitcoin, tu peux avoir un 100 millionième de Bitcoin. C'est genre... Fait que ça se divise encore plus que l'or. Niveau minage, ben, comme je parlais tantôt, avant ça se faisait pioche et tout. Même chose, genre aujourd'hui, on a des foreurs, si on a développé des moyens d'extraire l'or plus efficacement. Mais il y a des gens qui ont créé des machines qu'on appelle des ASIC qui permettent de miner du Bitcoin plus efficacement. Les premiers Bitcoins, là, c'était un vieux PC tout pourri que tu pouvais utiliser puis t'allais miner bien. T'allais genre pouvoir fournir ta puissance de calcul au réseau puis genre accumuler des blocs. Maintenant, plus il y a de gens sur le réseau, plus il y a de puissance de calcul. Puis genre, on est tous un peu en compétition. Genre, le bloc, il y en a un à toutes les 10 minutes, puis il y a une personne qui le valide. Fait que genre, si c'est toi, c'est toi, si c'est moi, puis genre la personne, elle prend toute la récompense. Ou genre, il peut y avoir des pools de plusieurs personnes qui se mettent ensemble, mais tout dépend de la puissance de calcul. Plus tu as de la puissance de calcul, plus tu as de chances de miner un bloc. C'est comme si quelqu'un mine avec une foreuse, ou quelqu'un mine avec une pioche, ben celui qui a la foreuse puis tout le gros équipement, il va sortir plus de stock que celui qui a la pioche. Mais celui qui a les ASIC puis tout le gros rig puis tout le gros setup pour miner, il va sortir plus de Bitcoin que celui qui fait juste tourner son ordi. Exact. Genre, j'ai vu, il y a des applications qui te permettent de miner avec ton téléphone. Ah ouais? C'est de la merde. Ton téléphone n'a pas de puissance de calcul. Genre, c'est ridicule. Non, c'est de la merde. Genre, tu vas faire quelques sous peut-être par mois, là, c'est vraiment quelque chose de ridicule parce que tu compétitionnes avec du monde qui ont des ASIC, qui ont mis des milliers, des centaines de milliers, des millions de dollars dans leur infrastructure pour être capable de miner efficacement. Ah ouais. Genre,
il y a vraiment des ingénieurs qui se sont penchés sur ça, qui ont dit comment on peut créer une machine qui va miner du Bitcoin efficacement. Intéressant. Pour ça, il y a des gens qui me disent, oh ouais, j'ai une machine à miner et tout. Donc, c'est des trucs que chaque personne peut avoir. Puis quand on dit une machine à miner, avant on utilisait des CPU, genre des ordinateurs, maintenant on utilise un GPU, des cartes graphiques. Mais encore là, pour le Bitcoin, on peut encore utiliser des CPU. Les GPU, c'est mieux pour Ethereum, qui ne se mine pas exactement de la même façon. Là, c'est for another time. Surtout qu'on peut arrêter de parler du minage d'Ethereum parce que dans un mois, Ethereum va devenir on ne pourra plus miner de l'Ethereum. Ça va changer de façon. Ça, c'est pour une autre fois. Je ne veux pas perdre les gens. Ça. Il y a le hasard dans les récompenses. Si tu peux sortir miner du dollar, tu sors avec ta pelle et ta pioche, je sors avec ma pelle et ma pioche, tu peux trouver 2 fois plus que moi, comme je peux trouver 2 fois plus que toi. C'est le hasard, c'est la chance. Le Bitcoin, c'est la même chose. Si tu as la même puissance de calcul que moi, mais je peux quand même avoir 2 fois plus que toi, juste parce que, genre. Ça, on parle de miner, là. Ouais. C'est parce qu'il y a de la chance dans le protocole. Ça, c'est pour les trucs qui sont pareils entre Bitcoin et or. Puis, il y a des avantages sur le Bitcoin pour la portabilité. Fait que genre, si tu veux passer d'un pays à l'autre, whatever, avec ton or, ben, tu l'as dans tes poches, whatever. Si t'en as beaucoup, bonne chance pour force à toi. Force à toi. Promène-toi avec un Lego, ben Lego, ça vaut 1 demi-million, bonne chance, tu vois. On va le TI, il va rien comprendre. Puis la transférabilité, fait que genre, si tu veux me l'envoyer, je suis chez moi, t'es chez toi, faut que tu viennes me porter l'or, faut que tu viennes me chercher, il faut que tu fasses une personne de confiance qui vienne le porter, whatever. Bitcoin, c'est un virement, tu en 10 minutes, tu peux m'envoyer la valeur que tu veux, tu peux l'envoyer à l'autre bout du monde. Puis j'ai un ami mineur qui mine, il mine du Bitcoin, pas il est mineur, lui, dans le fond, il a habité dans plusieurs pays. Il a habité en France, il a habité en Italie, il a habité au Portugal, puis maintenant il est au Canada. Puis il m'a dit, à chaque fois que je déménage, ça me fait vraiment chier parce que je dois m'ouvrir des comptes de banque dans de nouveaux pays. Puis genre, je dois expliquer à la banque pourquoi, genre, je m'envoie de l'argent et tout. Mais comme c'est mon argent, j'ai quelqu'un, lui, c'est le gars le plus droit et légal que j'ai rencontré de ma vie. Genre, le gars, il est carré. Mais il doit quand même expliquer à la banque pourquoi est-ce qu'il envoie 100 000 de l'Italie au Portugal. Mais c'est son argent, lui. Genre, il est pas plus legit que lui, puis ça lui fait chier d'avoir à, genre, se justifier à chaque fois. Tandis que Bitcoin, bro, ton wallet, il est dans ton téléphone, whatever. Genre, tu peux changer de pays, tu peux faire ce que tu veux. C'est vraiment l'argent du peuple. Genre, il y a un parallèle que je voulais faire avec ça. L'argent du peuple. Exact. Tu vois, Robert Kiyosaki, lui qui a fait de Paris riche par pauvre, il appelle l'or God's money, l'argent de Dieu. Parce que c'était là avant nous, puis ça va être là après nous. Genre, si les humains, on s'éteint et tout, ben l'or va rester là. C'était là avant nous. Le fiat, c'est government's money, c'est le dollar qu'on utilise, le dollar canadien, le dollar américain, l'euro, c'est des fiat, donc c'est des dollars émis par des entités centrales. Puis genre, 20 $, ça vaut 20 $ parce que le gouvernement te dit ça vaut 20 $. Genre, c'est tout. Il n'y a pas de valeur, genre, réelle à ça. Puis si demain, le gouvernement décide de dire, ah, ben, ça vaut plus 20 $, comme, genre, l'euro est en train de tomber puis de se péter la gueule nette, t'as perdu ta valeur. C'est ce que je veux dire. Parce que le Bitcoin, il vaut ce qu'on est prêt à se dire qu'il vaut. Si pour toi, un Bitcoin, ça vaut 10 000 puis pour moi, ça vaut 15, ben, il y a un gap. Faut que, genre, il y a un marché de genre, OK, on s'entend pour dire, genre, là, en ce moment, le marché s'entend pour dire que le Bitcoin est 20 000 US. Parce que, genre, moi, je suis prêt à m'en départir pour 20 000 US, toi, t'es prêt à l'acheter pour 20 000 US, puis genre, c'est comme ça que le marché fonctionne. Donc, si demain, le marché fonctionne souvent sur les nouvelles. Les pays où est-ce qu'il y a le plus haut taux d'adoption du Bitcoin, c'est les pays où ça va le plus mal financièrement. C'est le Venezuela, c'est le Nigeria, c'est le Salvador, c'est les pays où, genre, qui ont connu de la grosse inflation, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, c'était un des plus petits, il y avait presque 1 ou 2% de la population qui était dans la crypto. Depuis qu'il y a des trucs d'invasion, puis tous les trucs qu'on parlait tantôt, le background, on est comme, je pense que c'est le deuxième le pays où c'était le plus haut taux d'adoption. 15% de la population possède la crypto. C'est énorme, 15%. Au Canada, c'est comme 2% de la population qui possède. Aux States, c'est comme 5 à 7. Mais genre, c'est pas beaucoup. Mais, tu vois, comme je dis, le monde qui ont vécu les trucs qui leur ont fait, ah merde, la banque, c'est de la merde. Les dollars canadiens, fiat, émis par des gouvernements, c'est de la merde.
qu'est-ce que je peux faire? Puis là, ils réalisent genre, mais le Bitcoin, c'est l'argent du peuple, c'est l'argent du... Désolé tout le monde, on a un petit problème de Canada. Autre truc, genre, que je trouve mieux du Bitcoin par rapport à l'or, c'est la transparence. Comme je disais tantôt, imagine genre avoir un gouvernement qui utilise le Bitcoin et qu'on peut suivre le moindre de ses dépenses, genre savoir exactement où est-ce que l'argent est allé. Puis l'or, c'est tout sauf transparent. Qui possède quoi en termes d'or? On ne sait pas. On sait même pas combien d'or a été extrait, on sait pas combien est en circulation. Il y a des théories comme quoi la Chine, ils disent genre on a 300 millions de tonnes, 3000 tonnes, whatever. Genre ils ont une quantité, mais tout le monde pense qu'ils en ont comme 3 fois plus en fait, puis qu'ils osent juste pas avouer qu'ils ont genre vraiment beaucoup d'or stack. Fait que genre c'est quelque chose de pas transparent. So, yeah, en gros, je pense que c'est ça pour le Bitcoin, la comparaison avec l'or digital. Vraiment, c'est que le supply est limité, la mise en circulation est planifiée, est rythmée, la divisibilité, l'équipement qu'on utilise pour le faire, le hasard des récompenses de qui trouve une pépite ou qui mine le bloc. Ouais. Non, moi, je pense que c'est ça. Sincèrement, c'est quelque chose de très bien. Je pense juste qu'on est dans une société très fermée d'esprit. On a peur du nouveau. Conservateur, ouais. On est conservateur, on a peur du nouveau, tu vois. Donc, la crypto-monnaie, c'est quelque chose de nouveau. Surtout que les prix montent et descendent comme ça. Le monde, il voit, ça vient de perdre 80% de sa valeur. Fait que si je n'avais pas acheté, j'aurais perdu 80% de mon argent. Puis ça joue dans la tête aussi beaucoup, la volatilité. Puis ça, c'est quelque chose, la volatilité qui va se calmer quand il y aura eu le dernier halving. Le dernier halving, c'est 2024, où la récompense des mineurs va passer de genre 6,5 à 3,125, whatever, Bitcoin par bloc, jusqu'à temps que les 21 millionième soient genre extraits. Fait que quand on va avoir le dernier halving, il va y avoir un dernier boom, il va y avoir un dernier bang, et après ça va comme croissance constante. Ok. Nice. Je voulais parler un peu étalon Bitcoin, genre dans les vidéos que j'avais faites, j'avais parlé de l'étalon or, genre que ce qu'on appelle le plus grand scam, la plus grande arnaque de toute l'histoire, quand les États-Unis genre ont décidé de retirer l'étalon or. Genre avant, un billet, ça s'appelait un banknote, puis genre ton billet de $20, il représentait genre $20 d'or dans les coffres de l'État, puis en tout temps, tu pouvais aller à la banque, donner ton banknote, puis reprendre l'or équivalent. En 71, les États-Unis avaient fait trop de fractional banking, de réserves fractionnaires. C'est comme on parlait tantôt que les banques genre, conservent juste un tout petit peu, puis genre mettent plus en circulation. Ils étaient plus capables. Genre le monde commençait à retirer leur or, puis là on voyait l'or dans les coffres diminuer. Mais l'argent en circulation était énorme. Genre on avait trop émis de papier pour ce qu'on pouvait redonner. Fait que le président, tout ce qu'il a fait, c'est... Puis, quand il a fait son speech, il a dit ça va être temporaire, genre on va temporairement retirer les talons or. C'était en 71, ça fait plus de 50 ans, puis on l'a pas remis. On l'a pas remis. Puis, le truc, c'est qu'on utilisait le dollar américain, genre, vu qu'il était colonialisé par de l'or, il valait autant que de l'or. Genre, littéralement, le dollar américain, c'est l'argent le plus utilisé dans le monde. Parce qu'avant, il était collatéralisé par l'or, puis genre, les États-Unis étaient genre le leader en termes de commerce international. Fait que genre, c'était leur monnaie. Tu pouvais avoir, mettons, l'Espagne qui deal avec l'Allemagne, puis ça s'échangeait des dollars US, parce que c'était aussi safe que l'or. Fait que quand ils ont dit, finalement, tu peux plus l'échanger contre de l'or, pourquoi? Fait que là, l'argent vaut ce qu'il vaut parce que tu me dis qu'il vaut ça. Il vaut pas ce qu'il vaut parce que je peux l'avoir en or. Il vaut ce qu'il vaut parce que tu me dis qu'il vaut ça. Like, that was a scam. Genre, littéralement. Puis, encore plus drôle, le Canada, on a enlevé notre étalon or aussi, mais nous, on l'a fait comme dans les années 30. Fait comme 40 ans avant les States. Sauf que nous, notre billet et notre importance mondiale était beaucoup plus faible que ça. Le fantasme live, ce serait d'avoir un étalon Bitcoin. Le Bitcoin, en ce moment, il n'est pas, it suck as cash. Genre, c'est pas de l'argent, c'est de l'or. Parce que, les transactions peuvent prendre un peu de temps à mettre, whatever. Like, c'est un système, à la base, ça devait être du cash, peer-to-peer cash system, mais juste, je sais pas, la majorité des experts s'entendent pour dire que, ça fait pas la job pour être
du cash, mais ça ferait très bien la job pour El Salvador, venir. Puis, ce qu'ils ont au Salvador, parce qu'au Salvador, ils l'utilisent comme du cash, ils ont ce qu'ils appellent le Lightning Network. Sauf que le Lightning Network, c'est un third party. Fait que, tu sais, le but du Bitcoin, c'est de ne pas avoir de third party, mais là, il y en a. Le Lightning Network, c'est tout le monde au Salvador a le portefeuille qui s'appelle Chivo, puis ils utilisent ce portefeuille-là explicitement pour faire leur transaction qui est comme le portefeuille de l'État. Comme c'est vraiment l'État qui a créé un portefeuille Bitcoin pour sa population, que genre, c'est ça qu'on va utiliser. Puis le Lightning Network permet que les transactions soient instantanées. Tu vas payer ton Starbucks, tu vas payer des trucs, tu vas envoyer tes Bitcoins, puis ça va se faire, hein, genre vraiment. Mais ça va se faire sur un réseau parallèle. Ça se fait pas sur la blockchain du Bitcoin, ça se fait sur une sous-blockchain, si on peut dire, qui est connectée directement à la blockchain du Bitcoin. Mais cette sous-blockchain-là, qui est contrôlée par un third party qui s'assure que comme tout est léger, que tout est carré. Okay. Mais ça permet justement les transferts instantanés et des trucs comme ça. Je pense que c'est un peu le même concept. Parce qu'avoir mettons, un Bitcoin sur le Lightning Wallet, le Lightning Network, tu dois avoir un Bitcoin sur le vrai réseau. Fait que genre, tu locks. C'est en parallèle. Exact. Fait que genre, tu verrouilles un Bitcoin sur le réseau pour avoir un Bitcoin sur le Lightning. Ben, c'est comme si, à l'époque, tu verrouillais ton or pour avoir un billet. Parce que tu vas échanger des billets, tu vas pas échanger de l'or quand tu vas commercer, quand tu vas te promener, quand tu vois ce que je veux dire. C'est la même chose. Utiliser le Bitcoin comme collatéral pour avoir une nouvelle monnaie qui pourrait ne pas être un Bitcoin parce que le Bitcoin il bouge trop en prix. Fait qu'on pourrait avoir un truc qu'on s'entend qui serait fixe puis qui serait backé par le Bitcoin. Genre il pourrait avoir, en tout cas, ce genre de système de monnaie-là, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel avec ça. Yeah, ça a l'air très complexe aussi. C'est complexe. Genre, il y a quelque chose qui m'a vraiment fait rire. Il y a quelqu'un qui disait Bitcoin, c'est tout ce que tu comprends pas de l'Internet, plus que tout ce que tu comprends pas de l'argent, bam! Parce que le système bancaire est complexe. L'assouplissement quantitatif, l'inflation, la dette, les obligations, les bons du trésor. Ouais. T'expliques à un papa, à une vieille personne, là, ouais, il faut miner des bitcoins. Il est comme, qu'est-ce qu'il fait? C'est une des raisons pourquoi genre, je trouve que c'est autant bon live. Tu vois qu'en termes de population mondiale, on est 1-2% de la population à avoir vraiment compris, puis vraiment compris. Tu vois ce que je veux dire? Que comme, on n'est pas capable de concevoir jusqu'où ça va aller. Genre, l'Ethereum, on l'appelle l'Internet du futur. Genre, tu sais, Facebook, Twitter, tous les trucs sont bâtis sur l'Internet, mais le Facebook de demain, les applications de demain qu'on va utiliser vont être construites sur Ethereum. Le Web 3.0, ça, je vais faire une vidéo complète, un podcast complet sur ça, parce que là, ça fait déjà genre 1 heure qu'on tourne, mais je vais pas m'éterniser. So, yeah, I think that's kind of it pour le Bitcoin. Sincèrement, j'ai beaucoup appris. J'espère que vous avez beaucoup appris aussi. Yeah. Est-ce que tu as des questions, toi? Bon, je te posais les questions en même temps que au fur et à mesure que ça vient, t'as pas d'autres. Là, en ce moment, sincèrement, je pense que je me suis assez nourri d'informations. Yeah. Aujourd'hui, il faut laisser le temps de processer, assimiler toute l'info. Non, mais sincèrement, sinon, à part ça, je pense que c'est le bon moment pour investir dans ce genre de truc. C'est nouveau, c'est... So, avant 2024, le 2024, honestly, l'histoire se répète. 2013, il y a eu un boom. 2017, il y a eu un boom. 2021, il y a eu un boom. C'est toujours le même truc, comme, il y a un boom, fait que le monde en parle. Le prix monte, le prix monte. Le prix monte, le prix monte. Mais ça fait comme des mois qu'il monte. Là, ça fait des mois qu'il monte. Toi, t'en entends parler. Tu veux aller en acheter parce que le prix monte. Quand t'en achètes, ça fait des mois qu'il monte. Le prix, il va pas monter toute sa life. Il va finir par redescendre. Puis là, quelqu'un qui a acheté au top, puis que ça a commencé à descendre, comme ça. C'est un scam. C'était une arnaque. J'ai perdu de l'argent. Statistiquement, il y a personne qui a acheté du Bitcoin puis qui l'a détenu pendant plus de 3 ans qui a perdu de l'argent. Parce qu'il y a le cycle qui recommence. À chaque fois, on va aller plus haut que l'ancienne fois, on va aller plus haut que l'ancienne fois. Puis le 2024, c'est le dernier cycle. Fait que, en ce moment-là, toute ma life, bro, tout mon argent, toute mon organisation financière personnelle tourne autour du halving de 2024 puis de ma stratégie par rapport à ça. Genre, je vis pour ça. Puis je sais qu'une fois que le prochain cycle va être fini, je vais avoir assez bien fait mes trucs, puis genre, je veux pas dire que je vais être riche, mais je vais être solide. Wow. Je suis déjà assez solide avec le dernier, même si genre ça a tombé de 80%, like I'm still kind of good pour quelqu'un qui a perdu 80% de sa remontée, en tout cas, bref.
le potentiel de croissance de ce truc-là. Like, honestly, 2030, je vois pas le Bitcoin en bas de 100 000. Je ne le conçois pas en bas de 100 000 $ par unité dans 8 ans. Je serais pas capable. C'est le moment d'investir, guys. C'est le moment d'investir, guys. C'est pas un conseil financier. Je sais pas de donner de conseil financier, mais moi, c'est ce que je fais. Puis, si j'étais à votre place, c'est ce que je ferais. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Merci d'être resté jusqu'ici. Ça fait quand même longtemps qu'on parle puis qu'on a bien élaboré. Donc, si vous êtes resté jusqu'ici, merci pour la force. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que je parle d'un truc précis dans une vidéo. Mettez-le en commentaire. Mettez-le en commentaire. Je vais faire d'autres vidéos en mode podcast parce que j'aime pas ça parler tout seul à la caméra. Fait que je vais peut-être avoir d'autres invités, des trucs comme ça. Si t'es dans, on peut faire des discussions à trois avec d'autres personnes. Sincèrement, guys, n'oubliez pas de vous abonner à sa page. Abonnez-vous à Parlons Cash. Parlons Cash. J'aime le nom, Parlons Cash. Genre, on dit les trucs frais, carré, pas de tout. Ouais, c'est bon. Merci tout le monde. Ciao.